Squid Game, c'est une série coréenne dans laquelle nous suivons le personnage de Gi-hoon, endetté jusqu'à l'os qui va participer à des jeux d'enfants mortels dans le but de remporter la somme des 45 milliards de won. Entre peur, amitié, trahison et jeux macabres, cette série a été un succès phénoménal et elle nous a laissé sur un cliffhanger à couper le souffle. Que ce soit par les décors, les personnages, les thèmes qu'elle aborde, mais également son message global. Au vu du succès de cette dernière, il était évident qu'on allait avoir une saison 2 avec plus de budget, encore bien plus de messages, visant à nous faire réfléchir sur notre comportement et notre façon d'être. On a regardé la saison 2 avec Ella et Boy, et je vais être honnête, je trouve que la saison 2 de Squid Game est mieux que la saison 1. Cette dernière a réussi à taper très fort, mais la saison 2 a, selon moi, réussi à se renouveler de bien des manières sans même avoir le besoin de changer son personnage principal pour être intéressant. Cependant, cela n'a pas été au goût de tout le monde, car en me baladant sur YouTube, je tombe sur cette vidéo de Yoon, un YouTuber dont je voyais souvent les shorts sur League of Legends. Le titre de sa vidéo, la saison 1 de Squid Game est mauvaise, avait au moins le don de donner la couleur. En cliquant sur la vidéo, je savais que le personnage n'avait pas aimé la série. Et justement, c'était ça qui m'intéressait, voir en quoi ce que j'ai trouvé comme étant l'une des meilleures suites de séries était vu par lui, et plein d'autres, comme la saison de trop. Et je m'attendais pas à un tel vide. Vraiment, en regardant la vidéo, je me demandais plusieurs fois si c'était du troll, tellement ce qu'il disait était stupide. Exactement les arguments que pourrait sortir quelqu'un qui n'a jamais vu la série. Je m'avance peut-être un peu trop. Alors, bienvenue à tous, je suis le Dr Tenko, et voyons ensemble comment il est possible d'aussi mal comprendre une série qui dit déjà tout. Dans sa vidéo, Yoon aborde à peu près 18 points. On peut argumenter sur 20 si vous voulez. Et j'ai compté 18 points qui ne vont pas avec ce qu'on pourrait qualifier comme des défauts. Déjà là, tu sens que le ratio il va pas être très positif si j'ai autant de choses à dire. Mais commençons. Donc, la saison 2 reprend là où nous avait laissé la saison 1. Gi-hoon sort de l'aéroport pour tenter d'arrêter les Squid Game, renonçant à revoir sa fille pour sauver la vie de parfaits inconnus. Dans un même temps, le flic qui s'était fait tirer dessus par son frère se réveille et s'ensuit une ellipse de 2 ans. Et ça fait 2 ans qu'il le cherche partout. Au moins, on est d'accord sur ça. Gi-hoon a recruté le gang de la saison 1 à qui il devait de l'argent pour l'aider dans ses recherches. Ces derniers ont donc pour ordre de raser les lignes de métro au peigne fin pour retrouver le recruteur du Squid Game dont ils ont le portrait robot sur un mannequin. Pendant que Gi-hoon, lui, suit leur avancée dans une voiture entourée de portables. Les deux mafieux parviennent à retrouver le recruteur qu'ils prennent en filature jusqu'à un parc public où ce dernier va se mettre à tourmenter les SDF du coin. Vous ne pouvez en prendre qu'un ? Et on arrive finalement au premier problème, selon Yoon toujours, la discrétion du recruteur. Après quoi, il prend le pain, il le jette par terre, il le piétine, il se met à danser dessus. Si quelqu'un faisait ça dans la vraie vie, tout le monde serait en train de le filmer avec son téléphone. Il y aurait plein de clips de lui sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. On l'appellerait le fou piétineur de pain. Comment quelqu'un comme ça peut être difficile à trouver? C'est le type le moins discret de la planète. Tu payes littéralement des milliards pour trouver ce type, comment tu l'as pas déjà trouvé? Alors cet argument, il aurait pu être valable, mais il l'est pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Gi-hoon, c'est le seul type à avoir vu le visage du recruteur. Et les mafieux, vous le savez, pour le reconnaître, ils ont que 5 informations. Un visage dessiné sur du papier, un costard, une mallette, une carte de visite, et enfin, le fait qu'il se trouve dans le métro. Autrement dit, si l'un des mafieux voyait ce clip sur TikTok, il ne le reconnaîtrait sûrement pas, parce que c'est juste un malade, en costard, dans un parc public, piétinant des chocolatines comme un névrosé en manque. Et pour ce qui est de Gi-hoon, vous vous souvenez, j'avais précisé qu'il était entouré de portables. Sauf qu'il n'a l'air de n'avoir que WhatsApp sur ces fameux portables. Aucun autre réseau social apparent. Et en soi, je dis pas, ça aurait pu être cool de voir Gi-hoon faire des recherches sur Twitter ou Facebook pour essayer d'avoir des infos sur le recruteur, ou même le Squid Game. Mais en l'état, bah c'est pas le cas. En somme, cet argument il tombe à l'eau car ici, Yoon semble complètement omettre qu'ils sont censés fouiller toutes les rames de métro et non pas un parc public parmi des centaines d'autres. Ça s'appelle la roulette russe. Une chance sur 6 de mourir. Les deux mafieux ont fini par se faire choper par le recruteur qui décide de faire une roulette russe mélangée à un pierre-feuille-ciseau. Et en guise de démonstration, il décide de se tirer une balle. Le deuxième problème de la série après alors, la balle à blanc. Pourquoi il appuie sur la gâchette? Une chance sur 6 de mourir, crétin. Est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur moyen de leur montrer comment le jeu fonctionne qu'en mettant ta vie en danger? Qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer avec cette scène? Qu'il est super cool, qu'il est super chanceux, qu'il est fou? Ou qu'il est juste accro au jeu, tellement accro au jeu qu'il joue juste à la roulette russe pour s'amuser? Ouais, mais s'il est accro au jeu, pourquoi il se moque des SDF qui choisissent le ticket à gratter plutôt que le pain? Bon, ce point-là, j'avoue, je peux lui accorder, parce que c'est pas quelque chose qu'on remarque au premier regard. Mais sur YouTube, il existe un créateur de contenu, Data with Mike, et en gros, ce dernier a réussi à pointer du doigt le fait que la balle qui est mise dans le barillet, c'est une balle à blanc. Donc quand le recruteur se tire dessus, bah il n'utilise pas une vraie balle. C'est pour ça qu'il a autant de confiance sur le fait de se tirer dessus.
Mais bon, si je lui accorde ce point, c'est surtout parce que dans les commentaires, une personne lui aura fait remarquer le coup de la balle à blanc. Le commentaire sera même liké par Youn, signe qu'il en a pris conscience. Alors, le prochain problème, pourquoi le recruteur se rend directement chez le héros? Dans le but de continuer d'être un mauvais personnage absurde qui ne prend que des décisions douteuses, ce fou furieux se rend chez notre héros pour... En fait, on sait pas ce qu'il fout là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste parler avec lui. En fait, il est juste venu chez lui, il s'est introduit chez lui pour pouvoir répondre à ses questions. Si je vous dis que le recruteur a fait une César Zeppeli, vous comprenez ou pas? Le coup du personnage secondaire, voire même tertiaire, qui va 1v1 le grand méchant sans attendre aucun renfort, parce que fuck it. Bah c'est exactement ce qu'il a fait le recruteur ici. Il a retrouvé la trace d'un ancien gagnant qui met tout en œuvre pour arrêter les jeux, forcément qu'il va tenter de le stopper quand il retrouve sa trace. La décision, ok c'est pas la meilleure non plus, certes, mais sa volonté d'arrêter Gi-hun était bien là. Ça a plus une raison qu'on va voir dans le prochain argument. Ensuite, il propose au héros de jouer à la roulette russe avec lui. Et si on jouait tous les deux? Ça s'appelle la roulette russe. Qu'en dites-vous? Pourquoi Pourquoi tu t'introduirais chez quelqu'un avec un pistolet chargé pour jouer à la roulette russe avec lui? Qu'est-ce que le méchant a à y gagner? Qu'est-ce qu'il peut bien y gagner? À part l'amusement de jouer à la roulette russe apparemment. Il pourrait juste ne pas être venu et ne pas mettre sa vie en danger, mais il préfère venir et jouer à la roulette russe. Très bien. Pourquoi le héros accepte? Il a même pas eu à le convaincre, il se demande même pas mais pourquoi je jouerais à la roulette russe, crétin? Non, il dit juste oui. Peut-être parce que le méchant a un pistolet, mais une fois qu'il lui donne le pistolet, c'est lui qui a le pistolet. Donc maintenant que t'as le pistolet, pourquoi tu veux toujours jouer à la roulette russe? Juste parce que t'as accepté de jouer. Mais ce que tu veux c'est arrêter les jeux. Pourquoi t'acceptes de jouer à un jeu où tu risques de mourir pour pouvoir empêcher les jeux où les gens risquent de mourir? T'es genre débile, c'est ça? Cet argument-là, ça a été la première fois où je me suis vraiment énervé sur la vidéo. Parce que ici, Youn réfléchit de façon simple, de façon linéaire. Et encore une fois, je veux bien qu'on mette notre cerveau en pause devant une série, mais comment tu peux autant ignorer les signes de cette scène? La scène, c'est pas juste deux types qui jouent à la roulette russe, c'est une confrontation d'idéaux. Le recruteur qui croit fermement que l'être humain n'est qu'un déchet, là où Gi-hun, lui, a espoir en ce dernier. Donc le héros, il pourrait prendre le pistolet pour jouer à la roulette russe, il aurait juste pu dire oui, puis tirer 6 fois, maximum, et tuer le méchant. Non, à la place, il accepte de jouer. Il y a une carte de visite dans ma poche. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de me tirer dessus et vous pourrez la prendre. Mais si vous le faites, je vous aurais fait admettre une chose. C'est que malgré votre victoire, vous n'êtes qu'un déchet comme tous les autres. Et c'est quoi cet argument à la con? Genre, le héros est vraiment convaincu par ça. Il a une chance sur deux de se tuer en tirant. Et lui dit, oui, mais si tu le fais pas, tu seras un déchet, attention. Qu'est-ce que t'as à prouver à ce fou? Pourquoi le héros juste le tue pas? Et c'est le premier épisode. Oui, je te confirme que Gi-hun a conscience de ce que dit le recruteur. Et il y croit même fermement. Car le recruteur, il est pas fou. C'est un fanatique. Une personne qui voue un culte excessif envers une religion ou une cause. Ici, celle du Squid Game. Ok, Gi-hun peut juste le tuer, mais en faisant ça, il perdrait son humanité. Ce serait littéralement comme reprocher à Batman de ne pas tuer le Joker. Le but avec cette scène, c'est de renforcer la conviction de Gi-hun en tant qu'ex-joueur et protagoniste, pour nous montrer que malgré tout ce qu'il a vécu, il ne cédera pas à cette solution de facilité qu'est le meurtre. Pourquoi tu lui rends le pistolet? Pourquoi tu lui donnes une chance de te tirer dessus? Est-ce que vraiment tu fais confiance à cette personne? Il est fou, ça se voit. Vous ne faites que vous cacher derrière un masque. Mais tire-lui dessus, t'as gagné, c'est bon, t'as prouvé ce que t'avais à prouver. Qu'est-ce que t'en as à faire de ce que tu penses de cette personne? Comme expliqué donc, le recruteur est un fanatique. Si certes il aime tuer des gens au nom de sa cause, il y est aussi dévoué. Et la règle est claire. Au Squid Game, le gagnant reste en vie et le perdant est éliminé. Gi-hun a conscience de cette règle, autant que le recruteur. Ce dernier a joué, il a perdu. Il est donc éliminé. Cette scène... Non, en fait, l'épisode entier conclut parfaitement l'arc du recruteur. Un personnage simple, mais pourtant qui a été si bien écrit. On n'attendait rien de lui, et pourtant, on a quand même été gâtés. Franchement, j'aurais dû arrêter de regarder la série juste après cet épisode. Je sais pas pourquoi tout le monde a continué après ça. C'est juste débile ce qu'on nous montre. Personne n'a aucun intérêt à faire quoi que ce soit qui se passe dans cette série. Évidemment, c'est débile. Le contraste de lumière entre Gi-hun dans l'obscurité est signe de son état d'esprit et de sa conscience humaine, comparé à celle du recruteur dont la moitié du visage est plongée dans le rouge démontrant son désir de meurtre, mais qui peut aussi faire penser aux hommes en rouge qui l'ont tant tourmenté, avec en fond une musique qui fait écho au tout premier jeu de la saison 1, contrastant avec le thème froid et hasardeux de la roulette russe, tout ça sans parler du jeu d'acteur de Gyeong-gu, qui arrive, avec son visage, à nous montrer l'image du recruteur froid et sadique, mais en même temps, l'homme effrayé par la mort. Mais oui, non, c'est débile. C'est débile.
faudrait pas se mettre à réfléchir devant une série, hein. Et on est qu'à 6 minutes de vidéo. Je vous l'avais dit au début, le flic se réveille de son coma et a échangé sa vie d'inspecteur pour dresser des PV. En parallèle, il est aidé d'un pêcheur qui a la même voix que Hank dans Detroit Become Human. Capitaine, Oh, tu vas bien? et toi, quoi de neuf? Oh, moi, c'est la routine. Quand la météo est bonne, j'attrape du poisson, et quand elle est mauvaise, j'attrape une bouteille. Moi, je trouve que vous avez l'air plutôt en forme, Capitaine Park, pour quelqu'un qui picole tous les jours. Arrête de te foutre de ma gueule et enfile ce gilet. Ce qui en fait objectivement le meilleur personnage de toute la série, je veux rien savoir. Tous deux vont écumer les mers pour retrouver l'île où se déroulent les Squid Game. Et on arrive à un nouveau défaut de la série, selon lui, la théorie du pêcheur. Plot twist plus tard dans la série, en fait, le pêcheur, c'est un ennemi depuis le début, c'est un méchant. Ouais, il a été engagé, pas par le personnel de Squid Game, je sais pas. Donc, ça veut dire que le méchant, il a tiré sur son frère. Oui, c'est son frère. Il est tombé d'une falaise, son frère. Ensuite, il a bien vérifié qu'il coulait. Ensuite, il a appelé son pote sur un bateau de pêche pour qu'il aille repêcher son frère. Ensuite, il le paye pour aider son frère à trouver l'île, mais probablement qu'il lui dit de ne pas trouver l'île. C'est un plan extrêmement compliqué. Juste temporellement, ça marche pas trop. Le fait que le méchant est allé regarder son frère couler pour bien s'en assurer et qu'ensuite il se retrouve sauvé par le bateau de pêche, même si le méchant s'est directement barré pour passer un coup de téléphone. Ouais, je viens de tirer sur mon frère, il est tombé d'une falaise, est-ce que tu peux aller le chercher s'il te plaît? Non, temporellement ça fonctionne pas. Non mais là, je suis censé répondre quoi à ça? Enfin, je veux dire, le mec, il a fait une théorie, il a expliqué sa théorie, pour ensuite dire, temporellement ça marche pas. Il a inventé sa propre histoire. Mais du coup, vu qu'il se permet de dire de la merde pendant 23 minutes, je vais quand même me permettre de vous donner une théorie qui fait un peu plus de sens. Alors, boum, Jun-Ho se prend la balle, il tombe à la mer, il coule, avant de se faire emporter par le courant, puis il est repêché dans les filets de Hank qui passait par là, qui l'emmène à l'hôpital va prévenir la mère de Jun-Ho, et son chef, en même temps qui prévient le commissaire, qui va lui-même alerter les gens du Squid Game, non parce que, au vu de l'inspiration de Squid Game, je serais pas étonné que la police soit corrompue aussi. Les organisateurs remontent la trace jusqu'au pêcheur et ils lui disent qu'ils lui filent 1 milliard à chaque fois qu'il fait une virée avec le flic pour l'emmener sur une mauvaise île. On est d'accord, c'est qu'une théorie. Mais bon, tout comme celle de Yoon. Au final, entre une théorie potable et une théorie qui tient pas debout, vous préférez laquelle? Après, c'est pas impossible que dans la saison 3, on me donne tort et que ce soit la version de Yoon qui soit validée. Mais au vu de l'investissement dans les détails qui est fait, j'y crois très peu, hein. Voire même pas du tout en fait. Le policier est mort, d'accord? En parallèle à ces deux personnages, on a aussi cette fille qui travaille comme mascotte pour un parc d'attractions. Et puis, à la fin de l'épisode, on découvre qu'elle travaille pour Squid Game. Et on l'a su ensuite dans la série, c'est une snipeuse et ça nous permet de voir le Squid Game de l'intérieur. On s'en fout, voilà, on s'en fout de cette fille. Je sais pas pourquoi, juste on nous montre pas ce qui se passe à l'intérieur sans suivre cette fille dont on n'a rien à faire. Ça nous permet de voir un peu plus le caractère de ceux avec les masques dans Squid Game. Ça, c'est un point que je lui accorde. À la fin de l'épisode, quand je vois cette mercenaire nord-coréenne qui a perdu sa fille rejoindre le Squid Game, mais j'étais comme un ouf. Vous pouvez demander à Ella, j'étais sur le cul. Je pensais bêtement que ça allait être une énième joueuse, sauf que non. Le problème, c'est qu'on ne fait rien de ce développement. On la voit un peu pendant le 2e et le 3e épisode, puis après elle disparaît complètement et on n'en entend plus parler. C'est vraiment dommage qu'elle ait été autant mise de côté. Par la suite, les deux hommes décident de venir l'agresser physiquement, en lui faisant subtilement comprendre que si jamais elle essaie d'intervenir dans la vente d'organes, oh, il pourrait se passer des choses que le bot YouTube n'apprécierait pas, quoi. En fait, il y a aucun des deux camps qui a raison, quoi. C'est tous les deux des méchants. Mais non. Arrête. Tu serais en train de me dire qu'il n'existe pas des personnes foncièrement méchantes et qu'il peut y avoir des méchants avec une nuance. Non, tu déconnes. Non, je te crois app, mon ref. Arrête. Mais bon, vu qu'apparemment cet homme ne peut pas se retenir de dire de la merde, en moins de 10 secondes, il va dire ceci et apporter un autre défaut, le véritable visage des hommes masqués. C'est très probable que les gens voulaient en savoir plus sur les types avec les masques, mais est-ce qu'on avait besoin d'en savoir plus? C'est pareil, en fait c'est pas drôle s'ils sont plus mystérieux. Maintenant qu'on sait que c'est juste des ados, qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions d'ailleurs, donc comment ils ont pu être employés? Ça devrait être des gens avec des tests psychologiques pour être sûr qu'ils vont pas cafeter et qu'ils sont stables mentalement. Mais non, apparemment ils ont juste pris des types random, donc voilà, vous avez cassé le mystère pour pas grand chose. Non mais en vrai il a pas tort. C'est vrai que c'est dommage que la saison 2 brise tout le mystère de la saison 1 en montrant le visage... Hein? Ah, ce sont les épisodes de la saison 1! Ah, un zer! Le bouton un zer! Ah bah c'est gênant en fait. Parce que oui, Yoon.
quand on a vu la saison 1, on voyait déjà l'identité des hommes en masque. Et on voyait très bien qu'ils n'étaient pas des gens surentraînés, mais bien des gars du quotidien, qui essayent eux aussi de se faire un maximum d'argent. À moins que tu considères ce gamin-là comme étant un bougre surentraîné qui a été initié à la maîtrise de l'arme à feu dès sa naissance, hein. Non mais je sais pas, avec toi je me permets quand même. Surtout que maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez un peu. Si le Squid Game, composé de VIP et du frontman, aurait pris des assassins surentraînés, qu'est-ce qui empêche ces derniers de se retourner contre eux? Les personnes les plus riches de la planète viennent voir ce genre d'événement. Ils pourraient se retourner contre les VIP avec leur entraînement au combat et aux armes, tout en volant leur fortune. On a bien vu ce que ça donne avec Sung-hoon, qui a fait l'armée et qui a réussi à défoncer plus de genre 20 gardes, au minimum. Mais maintenant, prenez des types du quotidien, voire pauvres, et vous leur dites 1 milliard à chaque joueur tué. Crois-moi bien qu'ils vont le faire sans se poser une question, sans même se rebeller. Parce que, genre, waouh, 1 milliard, ça doit être des types sérieux, bien protégés et tout. Alors qu'en soit, non, mais ça influe leur psyché forcément. Mais bref, encore une fois, c'est le genre de réflexion que tu peux te faire en allumant ton cerveau. Ce qui a pas dû souvent t'arriver hein, en voyant cette vidéo. Non, parce que en plus de se pavaner avec des arguments de merde, hein, le mec se permet d'omettre des éléments déjà présents dans la saison 1. Comme par exemple, ce point-là. Comment les méchants savaient pour le plan de Gi-hoon. Revenons à des personnages intéressants, le héros. Il a pris la carte, et cette carte les mène à une soirée costumée. Mais apparemment, les méchants savaient que les gentils viendraient. Les gentils, ils ont plein de voitures pour poursuivre la limousine, mais comme je vous l'ai dit, les méchants, ils ont tout prévu. Comment ils savaient? On sait pas vraiment. Ils ont des snipers sur plein de bâtiments pour tirer sur les roues des gentils. Pourquoi ils les tuent pas, je sais pas. Bref, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient là au départ, les méchants? Est-ce que c'est un plan hyper compliqué où ils ont mis la carte dans la veste du méchant, où ils savaient qu'ils perdraient à la roulette russe, pour qu'ensuite le gentil aille à cette soirée costumée? Il a inventé sa propre histoire. Là, vous vous rendez pas compte parce que je fais des cuts. Mais mon dieu, le nombre de conneries qui peut débiter à la minute dans ces passages. Bon, commençons. Yoon semble avoir oublié un point... Bon, ok, un point un peu mineur dans la saison 1. Dans cette dernière, donc, les joueurs, quand ils rencontrent le recruteur, ils sont filmés, pour ensuite être exposés au début des jeux, pour montrer leur dette. Ce principe, il est répété dans la saison 2, avec l'utilisateur de crypto. Après la mort du recruteur, Gi-hoon, Joo et le mafieux discutent ensemble d'un plan, et le cadavre du recruteur, lui, il est toujours là, en fond, probablement en train de filmer. C'est comme ça qu'ils ont réussi à être au courant. Et puis même sans ça, c'est sûr que s'ils donnent rendez-vous à des joueurs dans cette soirée, il y a forcément un gars en rouge aux caméras qui donne le nom des joueurs à ses potes sur scène pour qu'ils les trouvent. Ce qui est encore moins difficile quand il s'agit d'un ancien gagnant qui a menacé de se venger. Mais vous commencez à connaître la formule, pour chaque point que je lui accorde, c'est comme s'il arrivait à perdre tout son QI. Problème numéro 8, les attentions du méchant. Ils accompagnent le héros jusqu'à leur limousine pour que le chef des méchants puisse lui parler. Pourquoi faire? Pourquoi les méchants le font entrer dans la limousine? Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? En fait, on comprend rien aux motivations des méchants. On sait pas pourquoi ils font ce qu'ils font. S'ils savent que les gentils sont là, les méchants pourraient juste les tuer, ils le font pas. Ils pourraient juste les éviter, ils le font pas. Ils voulaient pas le tuer, les méchants, c'est pas pour ça qu'ils se cachaient. Pourquoi maintenant ils... Enfin, si vous voulez qu'il meure, tuez-le. Pourquoi vous le laissez simplement participer au jeu? Quel est l'intérêt pour qui que ce soit? Je rappelle, à ce moment-là de la série, hein, on est à l'épisode 2, dans les premières minutes de l'épisode, sur une série qui en compte 7. Yoon, mais pitié! Genre là, ce que t'aurais aimé, c'est qu'à la première apparition du méchant, il révèle son plan maléfique comme dans les séries B. Non mais t'imagines si les œuvres étaient écrites comme ça aujourd'hui? Donc selon toi, hein, All for One dans My Hero Academia, on aurait dû connaître tout son plan immédiatement. Quand on voit Makima ramasser Denji, on aurait dû savoir ce qu'elle prévoyait de faire avec lui. C'est comme pour le pêcheur en fait, on dirait qu'il va avoir toutes les réponses servies sur un plateau d'argent dès qu'un nouvel élément est introduit. Bon vas-y, je vais pas te laisser dans le flou quand même. Remettre Gi-hoon dans le jeu, c'est dit dans la série, ça donnera un frisson en plus au VIP et une raison supplémentaire de regarder. Mais au-delà de ça, pour le frontman, ça serait aussi une façon d'observer la mentalité de Gi-hoon qu'il juge intéressante. Gi-hoon parvient à réintégrer les jeux, bah ouais en fait, sinon y a pas de série la team. Et Yoon sortira une phrase que je ne pensais jamais entendre quand il s'agit de parler d'un défaut pour Squid Game. Pourquoi les candidats ne confrontent pas les hommes masqués? Ce sont en fait des détecteurs de mouvement. Qu'est-ce que je disais? Il y a énormément de moments dans cette saison 2 où je trouve les réactions des candidats irréalistes. Là j'avoue j'ai commencé à avoir un regain d'intérêt parce que je me disais que, tiens, on allait potentiellement être d'accord sur un autre point et hop là, ça passe à la trappe. Par exemple, au début, il y a tout le monde, tous les candidats qui confrontent les types masqués, et après ça arrive plus jamais, alors qu'ils ont encore plus de raisons de se plaindre, ils tuent des gens quand même dans cette émission. Les candidats s'énervent contre les autres candidats, mais jamais contre les types masqués. Pourquoi les joueurs ils insultent pas leur grande daronne aux gardes? Peut-être, mais juste, peut-être, par supposition, que... Quand t'as vu plus de 100 personnes mourir, que t'as encore le sang d'un bouc sur ta joue, et que t'as 3 rangées de 10 types armés d'UMP qui sortent de nulle part, je pense pas que ta première réaction, Yoon, c'est
bande de fils de pute. Non, je pense que tu fermes bien ta gueule et que, à la limite, tu les supplies. Ce serait... Non, ce serait incroyable. C'était ce qui se passait dans les 2 saisons Yoon. Mais en plus de ça, tu reproches à des joueurs de s'en prendre aux autres. Mais c'est normal. Genre... Les gardes leur ont donné le choix en fait, ils peuvent partir s'ils veulent, ils ont qu'à faire un vote et la majorité l'emporte. Donc forcément, ceux qui veulent partir, ils vont pas aller cracher à la gueule sur ceux qui leur donnent un choix, mais sur ceux qui refusent de les laisser partir, à savoir les autres joueurs. Un point que t'aurais pu dire cependant, c'est que dans les joueurs, il y a un type avec 10 milliards 10 milliards de dettes. Et le bougre arrive à avoir des gars sûrs autour de lui. Perso, je suis dans ce genre de jeu avec un type qui a 10 milliards de dettes, je refuse gentiment sa proposition d'alliance et je fais un léger sidestep. En parlant d'alliance, tiens, problème numéro 10, les candidats influenceurs. Parmi les candidats, on a ce type Thanos qui est un rappeur hyper célèbre. Et qu'est-ce qu'il fout là alors ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Il est hyper connu, c'est un rappeur, il va sortir un album, c'est dit dans la série. Pourquoi est-ce qu'il recrute des gens connus ? Parce qu'il y a aussi un youtubeur crypto. Mais c'est hyper risqué pour eux de recruter des gens connus quand même. Dis-moi Yoon, toi qui as vu la saison 2, parce que tu l'as vu la saison 2, tu sais ce qui est dit d'autre dans la série ? 내가 여기 오기 전에 자살하려고 한강 다리 위까지 올라갔었거든. 근데 그 다리 위에서 양복이 분을 만나서 급병만을 받았어. Voilà. Il a failli faire un saut en élastique sans élastique. Et c'est aussi dit qu'il a des dettes auprès du youtubeur crypto. Là, en fait, on passe à un nouveau cap dans la vidéo. Parce que avant, vas-y, on pouvait débattre sur le fait que la saison 1 est sortie il y a longtemps et qu'il n'a plus tous les souvenirs. Mais là, on va parler d'éléments de la saison 2 qu'il est censé avoir vu. Parce que, pour Thanos, j'avoue, faut attendre, je crois, 5 épisodes pour avoir sa backstory. Le youtubeur crypto, tu l'as au bout du 3e épisode à 5 minutes précisément. Player 333, Yi Myung-gi. Age 30, former owner of the YouTube channel MG Coin. Promoted Dalmatian, a new cryptocurrency, leading his subscribers to lose a combined 15.2 billion won. He then shut down his channel and disappeared. Currently wanted for fraud and violating multiple communication and investment laws. À ce compte-là, je te crois plus, pour moi c'est mort. Pour moi, la série, tu l'as vu grâce aux extraits de Joker The Walking Dead sur YouTube. Ah non, oups, pardon my bad. Parce que même Joker The Walking Dead, il a posté la backstory de Thanos sur sa chaîne. Bon bah, je sais pas, je pense que tu t'es basé sur les bandes annonces à ce compte-là. C'est un homme ou c'est une femme ? Il y a des gens qui sont comme ça. Bah pourquoi un homme voudrait devenir une femme ? Chut, tais-toi. Les hommes c'est des hommes et les femmes Tais-toi, on peut pas dire des choses comme ça de nos jours. Oh, Netflix. Je vais pas trop parler de ce passage maintenant, mais retenez-le juste. Bref, le 1, 2, 3 soleil se déroule normalement, et Gi-Yoon, grâce à son expertise, parvient à sauver tous les joueurs. Presque tous. C'est bête. Par contre, là, il y a le gros retournement de situation, c'est que la dernière personne qui a voté, qui c'est ? C'est le giga méchant, le type au masque. Il a pris le même numéro que le type dans la saison 1 qui était également infiltré. Alors, waouh, c'est tellement pas malin du tout. Bon bah là, pas le choix de lui donner raison, je suis désolé Gi-Yoon, mais au bout d'un moment, t'es un con quoi. Et je pense que t'as besoin de l'entendre mec. T'es juste con. Ah, ça doit faire quoi ? 2-3 points sur lequel je suis d'accord avec Yoon ? Oh, trop bien, en vrai ça continue sur cette lancée. Et en fait, dans la saison 1, tu te dis pas que c'est débile de la part du vieux de participer, puisque, bah, tu sais pas que c'est un méchant. Mais là, tu sais que c'est le grand méchant, donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout ? Puis-je vous demander pourquoi ? Parce que regarder n'égalera jamais le bonheur de participer. Ah oui, je me souviens de cette explication bancale, donc il participe sur les conseils du vieux. Après, il a pas l'air d'autant s'amuser que le vieux, mais c'est peut-être ça l'explication à la fin. Il voulait juste s'amuser ? Ok, je sais pas si j'aimerais cette explication. Bon bah, j'ai parlé trop vite. Désolé la team. Mais du coup, petit jeu, retrouvez dans la saison 2 le moment où le frontman dit clairement « Je participe sur les conseils du vieux ». Vous trouvez pas ? Normal, il le dit pas en fait. Le frontman n'exprime jamais les raisons qui l'ont poussé à jouer, si ce n'est pour se rapprocher de Gi-Yoon et alimenter des fanfics, mais aussi pour permettre d'être plus proche de son ennemi, de comprendre son idéologie et sa façon d'être, tout en se rangeant de son côté pour essayer de valider sa théorie. Le frontman veut que Gi-Yoon lui donne tort. Mais malheureusement, 456 devra se heurter à l'avarice de l'être humain avec le fameux « One more game! 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 One more game !» On trouve pas de donneur pour la greffe. La santé de ma femme se détériore. J'ai donné mes meilleures années à ce boulot. Ah ouais, il a même retenu une histoire par cœur, il a répété, c'est un bon acteur. Waouh, ça c'est un méchant hyper motivé, j'ai hâte de savoir son plan. Un méchant manipulateur qui manipule. Mais non, la dinguerie.
Et je doute pas que tu seras complètement capable d'analyser son plan, hein. Avec tes talents d'observation dont tu fais preuve depuis presque 20 minutes là, tu m'as l'air en totale capacité de comprendre. Bref, argument numéro 12, le gars il est nul. On arrive au deuxième jeu qui cette fois est différent de la saison 1. Les participants se réunissent par équipe de 5 et sont accrochés par les pieds et font une série de jeux. Et je pense que ce deuxième jeu est totalement inutile aux spectateurs. En plus, ça prendrait 3 plombes de montrer toutes les équipes alors ils doivent faire un montage, c'est bien la preuve que le jeu est pourri. Le jeu fait hyper cheap. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, moi j'avoue perso que ce jeu, on dirait juste un best-of de plein de petits jeux. Mais ce qui a été vraiment intéressant à mes yeux, c'est l'aspect d'entraide dont on a été témoin. Les joueurs qui encouragent les équipes sur une musique bien entraînante et pleine d'espoir, il y avait vraiment un délire de camaraderie et de convivialité qu'on n'avait pas dans les autres jeux en équipe comme le tir à la corde par exemple. Là, c'est les joueurs qui doivent assurer et les autres qui encouragent. Un moment qui m'a fait sourire, c'est quand Sung-hoon demande aux joueurs de se retourner parce qu'elle n'aime pas être regardée quand elle fait des jongles. Et la mimique des acteurs, je sais pas, je l'ai trouvée juste trop marrante. Ce jeu m'a vraiment donné un grand sourire aux lèvres parce que on oublierait presque que tu te fais tuer si tu perds. Problème numéro 13, le passif des personnages. Et quand tu vois une équipe et que tu reconnais plusieurs personnages, tu sais qu'ils vont vivre. Il y a aucun moment dans ce jeu-là où tu vas te dire « Ah oui, c'est normal qu'il ait gagné parce que, voilà, il a ce passif. » Ok, donc là, t'es bien en train de nous certifier que tu n'as pas vu la série. Les personnages, ils ont tellement pas de passif que Théo, il force try avec une efficacité effrayante les osselets. Et à la fin du jeu, on découvre même pourquoi il est aussi bon avec les fameux osselets. Mais vraiment, juste à la fin des jeux. J'espère que t'as pas basé le reste de ta critique sur des vidéos TikTok, parce que sinon on est bien dans la merde, hein. Allez, problème numéro 14, un jeu de plus. Et là, je me dis, c'est pas possible qu'il y ait plus de gens qui votent pour continuer, parce que ils repartent avec plus d'argent qu'au jeu précédent, et ils sont moins qu'au jeu précédent, donc ils ont plus de chances de mourir. Alors logiquement, il devrait y avoir plus de gens qui veulent s'arrêter là. Heureusement, ils ont pensé à ça dans le scénario, alors ils ont donné un super argument à la team, il faut continuer. C'est pas des jeux si difficiles pour arriver à gagner autant d'argent. Il a raison. Jusque-là, vous avez tous bien joué. C'est pour ça que vous êtes vivants. On passe un tour de plus. Ah bah non, en fait ça marche pas. Bah ouais, parce que si l'argument c'est les jeux sont faciles, donc il y aura très peu de morts. S'il y a très peu de morts, alors vous aurez très peu d'argent en plus, puisqu'il faut que les gens meurent pour que vous ayez plus d'argent. Mais Yoon, je pense qu'il a un souci avec la notion de manipulation. Parce que là, c'est même pas un random qui fait la remarque. C'est le bougre qui a une dette de 10 milliards. À ce moment-là du jeu, ils sont genre à 7 millions chacun. Ça couvre même pas 10% de la dette qu'il doit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Laisser les autres partir? Ou les influencer à continuer le jeu? Je te laisse y mijoter un peu, mec. Je te reprends après sur ça. Problème numéro 15, la propagande. Est-ce que moi aussi je peux... Oh, mais oui, bien sûr. C'est les toilettes pour femmes, Yoonju, bien sûr que tu peux venir. Pep Netflix, attendez un petit peu, j'accepte un petit peu de propagande dans ma série, mais là vous voulez pas ouvrir ce débat, vous voulez pas ouvrir le débat des hommes biologiques dans les toilettes des femmes, non. Ah ouais, la propagande de fou, hein. Putain. Oh là, la team, j'ai vu cet extrait, moi perso, j'ai eu envie de devenir trans, hein. Ah mais Squid Game, ça m'a influencé dans ma transition, hein. Non, en vrai, je comprends Yoon. C'est vrai que ce genre de raccourci, c'est plus logique que de vraiment y voir un développement de personnage. Parce que, on rappelle, hein, au début de la série, la mère, elle comprenait pas l'intérêt de devenir une femme. Non pas parce qu'elle est contre les woke et blablabla, mais parce que elle ne connaît pas ce phénomène. C'est une survivante de la guerre de Corée. Et donc, à votre avis, après avoir fait un jeu où les deux ont dû s'entraider, qu'est-ce qui s'est passé? Un truc fantastique, du développement de personnages. Je vous jure, c'est une folie. Ça permet de rendre les personnages plus attachants. Cette scène, avec les toilettes, c'est juste la tendresse de la mère, qui ici ne voit pas un acte de wokisme, mais juste une démarche simple. T'es une femme? Alors tu peux venir avec nous dans les toilettes des femmes. C'est tout. Simple, basique, et c'est pas plus mal comme façon de penser. On va être honnête. Problème numéro 16 de la série, Beast Game. Je vous invite à voir la télé-réalité de MrBeast, Beast Games, qui est sortie en même temps que Squid Game. Dans Beast Game, on voit comment les participants se comportent réellement dans le cas d'un jeu où un seul des participants va gagner 5 millions. Même si sur le papier ils sont tous en compétition les uns avec les autres, il y a quand même plein d'alliances qui se créent. Il y a très peu de gens réellement malveillants qui veulent éliminer les autres. Mais oui! Ah putain, la série Beast Game! Je me souviens, il y avait un mec là-dedans, il avait genre 10 milliards de dettes, genre. C'était trop mon gars préféré ce type. Je pense, il y a pas besoin que j'en rajoute plus pour que vous compreniez qu'il dit de la merde. Allez, on s'accroche, on y est presque, et en plus de ça, c'est la meilleure partie. Problème numéro 17, le plan du frontman. Le héros concocte un plan pour voler les armes des hommes masqués pour aller arrêter les jeux par la force. Et il explique ce plan directement au grand méchant qu'il pense être son ami. Oh mais ça y est, le plan du méchant a un sens. Il faisait tout ça et ça n'avait aucun sens, c'était inexplicable, mais maintenant que le gentil lui explique son plan, il va pouvoir sortir et prévenir les autres du plan et l'arrêter totalement. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi il les aide à mettre fin au jeu? Tu te rappelles que c'est toi qui organise les jeux, si tu veux les arrêter, tu peux juste les arrêter. Je crois que son meilleur plan c'était de griller sa couverture juste avant et d'aller prévenir tout le monde qu'ils allaient se rebeller.
Bah on va voir ce qu'il fait après, ça va peut-être avoir du sens. Pendant que le héros va explorer l'endroit avec son ami, il y a une fusillade qui éclate, il y a plein d'hommes masqués qui meurent, c'est un carnage. Donc le plan du méchant va devoir être vraiment bon s'il permet que ses employés se fassent tuer. T'as trouvé la salle de contrôle? J'ai jeté un rapide coup d'œil en venant jusque-là. Et je pense qu'il y a peut-être un accès par l'arrière. Je vais trouver un chemin pour les points verts. Le méchant va donc trouver un chemin pour les prendre verts avec 2 coéquipiers. Et une fois qu'il a trouvé le chemin, il tue les 2 coéquipiers. D'accord, donc en fait, il n'y avait pas de plan. Enfin, il attendait pas un moment en particulier. Il s'est juste dit, bon, allez, maintenant. Je maintiens, le meilleur moment pour trahir le héros, c'était quand le héros lui a expliqué son plan. Ah là 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 là, mais comment j'aurais pu me douter que tu allais flop ça, hein? Ah, il y avait vraiment aucun site qui le montrait, quoi. Aïe aïe aïe. Bon, alors, comment a agi le frontman durant toute la série? Pour moi, c'est établi et c'est clair. Le frontman est sûrement un ancien joueur qui a gagné, et face à l'horreur de la nature humaine, a décidé de prendre part au Squid Game. Sauf qu'en tombant sur Gi-hun, il se revoit lui quand il a participé au jeu. Et c'est pour ça qu'il les intègre, pour observer Gi-hun, oui, mais aussi pour lui faire abandonner son idéologie. Ça c'est vu quand il essaie de convaincre tout le monde de sortir. Il veut confronter Gi-hun à une réalité qui fait froid dans le dos. Tout le monde n'est pas une âme pure qui mérite de vivre. Cependant, Gi-hun, lui, n'en démord pas et va pour arrêter les Squid Game, prenant les armes et menant un assaut. Perso, cette scène, je l'ai trouvée mais tellement longue. Genre, pour moi, il y avait tellement de moments où les personnages auraient juste dû mourir, en fait. Pourquoi Ino ne se lève juste pas et ne va pas toquer à la porte, comme l'a énoncé Yoon? Parce que ça ne détruira pas la volonté de Gi-hun. Une volonté que l'on connaît grâce à l'épisode 1. Mais si, vous savez, la scène stupide, qui sert à rien là, où tout le monde perd son temps. Ino prend 2 randoms avec lui, passe par derrière, et il les trahit. Mais il fait pas que ça. Il se fait passer pour mort. Gi-hun a envoyé à la mort une personne avec qui il avait prévu de boire des coups. Une personne qui avait pour but de retrouver et de sauver sa femme. Mais pas que lui d'ailleurs, hein. Tous ceux qui ont participé à l'assaut également. Le frontman a littéralement détruit la volonté de Gi-hun. Lui qui se voulait être un héros, il a conduit tous ses proches à une mort prématurée. Un plan beaucoup plus maléfique et impactant que juste lui qui se lève pour aller toquer ridiculement à une porte. À la place, on a une scène qui retenait notre souffle. On savait que ça allait arriver, mais on ne voulait pas que ça arrive. Vous vous êtes bien amusé à jouer les héros. Il semblerait que vous n'ayez pas mesuré toutes les conséquences de votre petit jeu héroïque. Oh non, il a tué le type qui a refusé de prêter de l'argent au héros dans la saison 1, trop triste. Non, 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 alors là, non, j'ai été patient, hein. Pour premier degré, j'ai été patient pendant toute la vidéo, mais là, Yoon, pitié, ferme ta gueule, 20 minutes, sur toi, qui a vu toute la série, enfin, des extraits TikTok, pour réduire Junpei à ça, à un gars qui raquette de la thune. Vous savez quelle scène m'a réellement choqué dans Squid Game? La scène qui est ma préférée de toute la série? Celle-ci. Cette scène est juste incroyable. Je l'ai vue en VF d'abord, puis j'ai dû la revoir en original pour les besoins de cette vidéo. Et je trouve que la VF rend tellement mieux. On dirait vraiment 2 potes qui conversent entre eux. Ça transpire par l'écran d'une amitié sincère qui a failli me faire décrocher une larme. Je me suis retrouvé dans cet état. Oh putain, tu recommences à me tenir pour responsable de toutes les merdes qui t'arrivent. Tu perds de l'argent aux courses, c'est à cause de moi. Ta boutique de poulet fait faillite, c'est ma faute. Et c'est à cause de moi que tu t'es marié aussi. Non, là je me suis marié parce que je voulais. Mais j'ai divorcé à cause de toi. Mais c'est plutôt moi qui ai perdu ma femme à cause de toi. Parce que tu m'invitais tout le temps à aller boire des coups dehors. Et c'est toi aussi qui m'as emmené au reste de chevaux pour la première fois. Arrête de me tuer doucement, baisse la voix, merde. Oh putain, je retrouve le Ji-hun que je connaissais. Je te reconnaissais plus, là je te retrouve. J'aimerais savoir, une fois le dernier jeu fini, on sort d'ici, on prend le fric et après ça, on va picoler comme au bon vieux temps. C'est toi qui paieras alors. C'est vrai ce qu'on dit, alors les gens changent jamais, hein. Sang Ji-hun, le gros radin de Sangmundang. Le roi des radins. Le prince des pingres. Quel connard. Le prince des pingres, ça pourrait être un titre de film. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je pense qu'il est temps de conclure. Au final, que retenir de Squid Game saison 2? Vous savez, parfois, beaucoup voient les suites de films ou de séries comme un moyen facile de faire de l'argent. Je ne saurais que vous recommander la chaîne La Suite de Trop, qui saura mieux expliquer pourquoi. Mais pour moi, Squid Game saison 2, c'est un grand oui. Plus de personnages, avec chacun leur développement, une personnalité forte et des moments qui nous ont tous fait lâcher notre petite larme. Alors oui, c'est pas parfait. Et il y a des trous scénaristiques, probablement dissimulés derrière un suspense classique. On a eu seulement que 2 nouveaux jeux, là où la saison 1 en avait introduit 5. Mais malgré tout, ce fut très plaisant à regarder. Et il y a en queue, donc en fait c'est forcément un banger, genre. Mais la vidéo de Yoon, bah, au vu des arguments, je suis désolé, moi je vois que le rage bait. Pour moi, c'en est clairement. Ou alors, la vidéo a été faite dans le but de surfer sur la hype Squid Game. Je sais pas, mais dans les 2 cas, ma vidéo, elle est là pour expliquer en quoi
ce que raconte ce type pendant 23 minutes, bah c'est de la merde pendant 23 minutes. Encore une fois, on a le droit de ne pas aimer quelque chose. Mais ces choses, on ne les aime pas pour des raisons, et quand ces raisons sont connes, voire inexistantes, bah non, c'est pas valable. Il est bon aussi de remarquer autre chose. La vidéo de Yoon fait 23 minutes. 23 minutes. La mienne, plus de 35 minutes. Il faut 10 secondes pour dire une connerie, et 10 minutes pour expliquer en quoi c'est une connerie. Je pensais découvrir la nouvelle opinion de quelqu'un qui a un avis différent du mien, mais au final, je me suis retrouvé à devoir lui corriger 18 arguments sur les 20 qu'il avance. Je vous laisserai la vidéo en description parce qu'il y a plein de moments que j'ai omis, mais le plus gros est là. Encore une fois, ne laissez pas un type vous influencer. Formez votre propre avis, allez voir la série, voyez si vous aimez ou non, mais ne cherchez pas un biais de confirmation stupide. Et n'hésitez surtout pas, ma section commentaires est ouverte au débat.